Le masculin l'emporte-t-il sur le féminin? Bien, selon la grammaire académique française, oui. Mais qu'est-ce que ça dit, tout cela? J'aimerais aujourd'hui que l'on parle de l'écriture inclusive. Un sujet qui pique, un sujet polémique, un sujet clivant. Et j'adore pouvoir aborder ce genre de sujet-là. Mais on va faire en sorte, comme d'habitude, de les aborder de la façon la plus ouverte possible, en essayant de voir au maximum les différentes positions, justement. Qu'est-ce qui peut déranger? Quels sont justement, par rapport à l'égalité en tant que telle, comment bien justement le fait d'avoir une écriture inclusive peut nous faire perdre ce sentiment d'égalité, selon certains. De l'autre côté, on se dit, eh bien non, au contraire, l'écriture inclusive va permettre d'inclure le sexe féminin qui est sous-représenté dans la grammaire française. Et là, ici, du coup, on va pouvoir rétablir une justice et du coup, ramener une forme d'égalité. Donc c'est marrant, j'ai utilisé volontairement, sciemment le même mot, mais pour deux postures bien distinctes. Et on va voir en quoi justement, tout ceci est politique. Mais politique dans le sens du terme, on va dire le plus premier. Et pourquoi justement ça clive autant. Donc ça va être vraiment passionnant, on va vraiment être sur la partie psychologique, la partie sémantique. Moi j'aime les mots, j'aime beaucoup les mots. Et aussi, surtout, donc cette partie sociologique avec la spirale dynamique. On va parler également de cela. Mais avant toute chose, avant de commencer et de voir vraiment tout en détail, je te souhaite tout d'abord la bienvenue sur ce podcast. Je suis Nick Open, auteur, formateur, penseur. Ma spécialité, c'est la connaissance de soi et l'éveil, ou plutôt les éveils de conscience. Et donc si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à regarder les liens dans la description. On est parti et vraiment je vais essayer de le faire au maximum selon mes domaines d'expertise, mais aussi et surtout avec le plus de finesse et de justesse possible, même si bien évidemment on est tous et toutes avec des biais sur qui l'on est, donc on ne peut jamais être totalement neutre, mais vraiment c'est là où je vais être plus en mode observateur et je vais essayer de le faire le maximum possible. Et d'ailleurs, pour te dire de toi, moi j'ai déjà, pour commencer sur l'écriture inclusive, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Par contre, et ça c'est ma petite anecdote, sur une vidéo YouTube, une petite short, je me suis amusé à écrire deux vidéos sur laquelle j'ai marqué « Êtes-vous introverti ?» Et j'ai marqué introverti avec i.e. En d'autres termes, êtes-vous introverti au masculin, introverti qui finit par i, êtes-vous introverti au féminin, i.ie. Et c'est ça en fait l'écriture inclusive, c'est écrire de telle sorte que on va pouvoir s'adresser aussi bien au sexe masculin que féminin. Alors on pourrait dire, la grammaire française dit que le masculin l'emporte sur le féminin, ce que j'ai dit en début de podcast. Mais c'est justement ça qui peut poser souci sur cette notion d'écriture inclusive. Enfin, en tout cas, avant d'aller jusque-là, juste une précision sur ce qu'est l'écriture inclusive. C'est un type d'écriture moderne, insistons là-dessus, qui consiste à justement rajouter des points, on va appeler ça le point médian, sur certains mots pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être aussi bien lus au masculin comme au féminin, avec finalement une conscience du lecteur ou de la lectrice. Si je dis par exemple « Nous sommes tous ensemble », eh bien en écriture inclusive, je vais écrire « Nous sommes tous, toutes », donc du coup ça serait tous, toutes, donc ça serait écrit T-O-U-T.E.S. Et donc là c'est ce fameux point médian. De même, dans l'écriture inclusive, il y a aussi cette approche, cette notion qui est d'utiliser des mots qui puissent être le plus neutre possible. Par exemple, on ne dira pas les droits de l'homme avec un grand H, on va y revenir d'ailleurs sur cette terminologie-là, droits de l'homme, mais les droits humains, parce que l'homme avec un grand H englobe l'homme et la femme, homme-femme, petit h, enfin homme, petit h, mais en même temps, ça met toujours la priorité sur le sexe masculin. Donc il y a vraiment cette notion de cette recherche d'égalité et je dirais, d'adaptation à l'autre. Mais on va y revenir plus en détail. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi est-ce que ça dérange? Et pour cela, je vais te raconter une petite histoire. Très simple.
Il y a un an de ça, ma mère est retombée sur en farfouillant dans les affaires, elle est retombée sur un document civil de mon grand-père. Je crois que c'était le document de mariage de mon grand-père. Et donc, parmi les témoins du mariage de mon grand-père, il y avait mon arrière-grand-père, de mon côté paternel. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc mon grand-père, mon arrière-grand-père et même mon père ont vécu, et même moi-même, tout jeune, on a vécu dans un petit village de 500 habitants. Et vraiment dans le petit village typique français. Et typique montagne, Pyrénées, pour être plus précis. Et ça m'avait marqué, cet acte de mariage, parce qu'en fait, sur la signature de mon arrière-grand-père, il y avait marqué une croix en ayant spécifié ne s'est pas signé. Et derrière cela, qu'est-ce que ça voulait dire en fait? Ça voulait dire tout simplement que mon arrière-grand-père ne savait pas écrire. Ne savait pas ni lire ni écrire même, je dirais. Et pourquoi est-ce que je te conte cette petite anecdote? Eh bien, pour parler justement de la langue française, pour parler de l'Académie française, pour justement aller un petit peu plus en profondeur sur la langue écrite et sur des aspects que l'on n'a pas tendance à voir, puisque finalement aujourd'hui l'écriture, la lecture dans des sociétés telles que les nôtres, eh bien c'est quelque chose, on va dire, l'analphabétisme est quelque chose d'assez spartiate, d'assez minime, et le simple fait que tu écoutes ce podcast, ça veut dire que tu as été capable de lire le titre de celui-ci. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, en France, donc, comme dans divers pays, pendant longtemps, il y a eu différents patois qui étaient présents. Et progressivement, il y a une harmonisation de la langue avec ce qui est devenu la langue française. Donc on retrouve ça dans tous les pays, par exemple en Italie aussi, qui avait différents dialectes, et Dante avait écrit sur un langage populaire, par exemple la Divine Comédie, qui est devenu plus tard l'italien tel qu'il était parlé. Et donc avant cela, on utilisait la langue noble pour justement écrire des textes. Et la langue noble, c'était le latin. Et en 1539, François Ier décide de mettre en place un décret qui va remplacer le latin par la langue française. Et pourquoi le fait-il? Eh bien, pour que celle-ci soit compréhensible par tous. Compréhensible par tous. Et c'est ce qu'on appelle donc le principe d'égalité. Plus tard, la langue a évolué, et à l'époque des Lumières, eh bien, les règles ont évolué au point que le masculin, et donc on a bien cette fameuse phrase, le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est là où moi j'aime bien l'appeler le troisième âge de l'Académie française, sont là justement pour être garant de la langue. Alors justement, j'utilise troisième âge pas pour rien. Alors bon, il n'y a rien de péjoratif, puisque de toute façon on va quasiment tous y aller au troisième âge. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est que on a tendance à voir, lorsqu'on voit l'Académie française, c'est vrai qu'on voit des personnes assez âgées, et leur approche de la langue sont plutôt, on pourrait dire, quand on est un peu dans la vague de la modernité, plutôt rétrograde. Pourtant, ils sont vraiment là pour préserver la qualité de la langue, pour éviter une détérioration de celle-ci. Et finalement, il y a certains mots qui nous semblent étonnants qu'ils ne soient pas encore adoptés par l'Académie française, mais justement, ils vont attendre peut-être 1 décennie, 2 décennies, avant d'intégrer des mots qui sont utilisés couramment. Pourquoi? Eh bien, pour une raison simple, c'est l'effet de mode. Et à l'époque des années 70, on disait, quand c'était cool, on disait c'était bat. Aujourd'hui, plus personne dit c'est bat. Et il n'y a aucun intérêt de rajouter ça sur la langue française. Bon, comme tu as compris, moi j'adore les mots. C'est pas pour rien que j'ai écrit plusieurs livres et que je me régale à écrire. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît.
Et avec la PNL, j'ai découvert aussi une forme de langage qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, qui est aussi super intéressant sur un type d'écriture. Donc on peut le voir sur Storytelling et autres. Donc vraiment, il y a des choses très intéressantes sur l'écriture. Il y a d'un côté l'écriture qui est convaincante, qui va être de l'art de la rhétorique. Et donc là, on va encore plus loin, on va quelques millénaires en amont sur la rhétorique. Et de l'autre, il y a le côté grammatical. Donc il y a vraiment deux choses sur la langue qui sont intéressantes, l'art rhétorique et l'art grammatical. Et finalement, si on revient sur cette loi et sur de compréhensible par tous, de ce mot compréhensible par tous de 1539, on comprend que déjà, il y a quelque chose qui peut déranger sur l'écriture inclusive. Et moi, je l'ai vu quand je me suis amusé à faire une vidéo YouTube « Êtes-vous introverti ?» Je l'ai fait de façon un peu provocante pour voir ce que ça allait donner. Et ça n'a pas loupé. J'ai eu droit à des réactions assez véhémentes en commentaire. Qui a commencé par « T'as fait une faute sur le titre ?» J'ai dit « Non, c'est de l'écriture inclusive. » Et la personne savait que c'était de l'écriture inclusive. Et du coup, a renchéri, a dit « Oui, tu es tombé bien. » Bah, patati, patata. Et je l'ai fait sciemment pour voir, en expérimentation sociale, pourrons-nous dire. Mais aussi pour une autre raison. Je vais en parler après. Et en fait, c'est vrai que c'est pas forcément agréable à lire. C'est perturbant. Et au-delà de ça, ça va à l'encontre à une forme de tradition et de... Certes, la langue se modernise, mais à un moment donné, s'il n'y a pas un cadre qui permet justement de rassurer, parce que l'idée du cadre, c'est ça aussi, c'est de rassurer, eh bien, ça peut partir dans tous les sens. Tu vois, par exemple, ici au Chili, il y a un mot qui est beaucoup utilisé, hélas, qui est le mot wea, weon. Et en fait, c'est un mot un peu un mot fourre-tout, qui fait pour dire tout et n'importe quoi. On va te dire, par exemple, oye weon, salut mon pote. Mais on va se dire aussi, mira este weon, regarde cet idiot, regarde ce con. Donc d'ailleurs, le mot weon, ça peut être apparenté au mot fuck en anglais, ou au mot putain, mais de façon beaucoup plus utilisée. Et finalement, on se rend compte que ce mot-là amène une forme d'appauvrissement de la langue. Et c'est dommage, parce que justement, l'enrichissement de la langue amène à un enrichissement de la culture. La culture d'une personne ne fait pas son intelligence, on est d'accord, mais l'enrichissement de cette culture amène justement à cette ouverture de conscience. Rappelons ce que j'ai dit en amont, une de mes spécialités, c'est connaissance de soi et éveil de conscience. Donc je veux toujours aller dans ce sens-là. Donc on comprend que finalement, il peut y avoir une résistance au changement, mais une résistance qui est légitime, parce qu'à un moment donné, s'il y a trop de modernité, eh bien ça peut partir dans tous les sens et faire n'importe quoi. Et encore une fois, qu'on soit clair, là ici, je suis en train de me positionner sur l'idée de, voilà, l'écriture inclusive peut être un peu dérangeante pour telle ou telle raison. En outre de cela, on avait vu cette notion de principe d'égalité. Je vais en revenir juste après. Je vais juste parler, pour finir, pour vraiment clôturer cette partie-là, sur ce côté dérangeant de l'écriture inclusive. C'est aussi, il y a cette idée qui est que, finalement, est-ce que c'est pas une forme de militantisme féministe extrême politique qui est là en jeu et qui essaye de finalement prendre le pouvoir sur ce qui est. Donc il y a aussi la peur d'un changement, d'un basculement de repères ou d'une prise à partie par un mouvement politique. Et la réponse à cette question, c'est oui, il y a un aspect politique. Il y a un aspect politique, et ça justement, on va en reparler dans la dernière partie. Et sur l'appauvrissement de la langue, toujours pareil, aussi cette notion de langage, par exemple, on peut parler du langage SMS. Mais le langage SMS, par exemple, eh bien, on voit que c'est un appauvrissement du langage. Quand on écrit c'est quoi, espace quoi, KOI, ou que on peut voir sur certains commentaires, c'est lié, il y en a une pléiade sur YouTube où le CE est remplacé par le SE. Et finalement, quand une personne, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, moi je l'ai déjà vu en commentaire il y a plusieurs reprises, une personne qui justement est un peu à cheval sur l'écriture de la grammaire, qui dit « Ah mais non, apprend à écrire le français », et la personne en retour dit « Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas important ». Et on voit qu'aujourd'hui aussi dans la culture moderne, eh bien,
il y a beaucoup plus de tolérance à des fautes d'orthographe, des fautes grammaticales aussi, mais des fautes d'orthographe qui n'étaient pas présentes il y a 10, 20 ans en arrière. Alors, je fais mon vieux réac là ici, mais en même temps, je suis en train de parler d'une position de réaction et plutôt orientée traditionnelle ici. Mais je le pense, clairement, sur cette notion du langage. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai envie de te dire, ok, mais l'écriture inclusive, c'est pas le langage SMS, qu'on soit clair. Hein. C'est une sorte de nouvelle règle qui est présente. On va pas forcément sur un appauvrissement de la langue. Au contraire, on va sur une modification, une adaptation. De même, on pourrait se dire, le principe d'égalité, dont j'ai parlé, mais par exemple, je parlais de mon arrière-grand-père, et d'une langue compréhensible par tous, et là on voit que l'écriture inclusive, c'est un peu compliqué en termes d'écriture, compréhensible par tous, ok, ça amène de l'égalité, mais quand on parle de le masculin l'emporte sur le féminin, alors j'avais vu cet argument, ça m'a fait un peu bondir, où une personne disait, oui, en termes de langue française, le masculin l'emporte sur le féminin, le masculin, et donc là, de dire, voilà, finalement, ça a tendance à dire que finalement, l'homme l'emporte, a le pouvoir sur la femme. Et il y avait une espèce de comparatif rhétorique, allez, je vais dire le mot, de merde, qui disait, oui, quand on regarde sur les langues, par exemple sur le turc, sur le turc, on n'a pas de masculin et de féminin, et pourtant, ça n'empêche pas les inégalités hommes-femmes. Oui, c'est vrai d'un côté, mais c'est plus subtil que ça. Il faut aller un petit peu plus en profondeur et un petit peu plus en intelligence. Et je te parlais en amont de langage hypnotique. En fait, le langage, la rhétorique en tant que tel, a une influence. Qu'on le veuille ou pas, les mots qu'on va utiliser ont une influence. Là, en ce moment, pareil, je te reparle du Chili rapidement. En ce moment, il y a un grand vote qui va se faire pour une nouvelle constitution. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet. La constitution ancienne date de l'époque Pinochet et après. Donc, il y a un nouveau texte. Et là, on est dans le vote qui va dire approbation ou rejet du texte. Et j'ai pu voir des communications publicitaires sur telle ou telle partie où finalement en filigrane, le mot par exemple rejet était utilisé de façon plus forte, mais vraiment dans la sémantique du texte, quoi. Genre par exemple, dans la population, on peut retrouver un certain rejet d'une caste de cette population-là et un rejet de ceci, cela. Et après, la personne va vendre le rejet de la Constitution. Donc on voit que ce mot est glissé subtilement ça et là pour influencer et aller vers plutôt un rejet. Donc ce type d'utilisation du langage pour finalement parler à notre inconscient, qu'on le veuille ou pas, que ce soit fait sciemment ou pas, ça influence. C'est un fait. Donc là on pourrait se dire, alors si le masculin l'emporte sur le féminin, ça peut déranger. Et là, on va aller plutôt sur la partie qui va aller sur le côté orienté, oui, à l'écriture inclusive, ou du moins les raisons qui pourraient nous faire tendre vers l'écriture inclusive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc comme je l'avais expliqué, cette fameuse phrase, cette fameuse règle de grammaire, elle date du siècle des Lumières, qui sort de l'obscurantisme dogmatique de l'Église. Alors tu vois, je le dis avec des mots, avec une certaine forme d'émotion, parce que je trouve qu'il y a une certaine... il y a une vérité derrière, mais en même temps, il y a un autre dogmatisme qui est né derrière, dont j'ai parlé sur d'autres podcasts, un indice matérialisme. Et donc, en fait, il y a un de ces personnes, un personnage clé, qui disait « Le masculin est un genre noble ». Ok, on va le répéter. Le masculin, c'est le genre noble. Il y a 10, 20, 30 ans en arrière, ça n'aurait pas choqué. Mais si on va un peu plus loin, si on va creuser, masculin, c'est un genre noble, qu'est-ce que ça veut dire du féminin? Hein? C'est quoi le pendant opposé de la noblesse? Puisque si le masculin, c'est le genre noble, le féminin, c'est l'opposé de la noblesse. Et un des antonymes de noble, ça peut être familier. Ça peut être la plèbe. La plèbe, on peut voir que c'est un mot qui
qui peut avoir une connotation qui n'est pas forcément positive. On peut aussi avoir le mot vil. Si c'est noble, c'est pas noble, c'est vil. Donc le féminin, c'est le genre vil, c'est ça? C'est le genre plébélien, c'est le genre familier. Et là, on se rend compte que déjà, cette base sur la grammaire française a été orientée vers une posture qui est une posture plutôt misogyne, clairement. Et de l'autre côté, on peut constater que certains courants, on va dire un peu extrêmes, ou certaines personnes qui sont sur des mouvances féministes extrêmes, je pense par exemple à cette chère Marlène Schiappa, que je porte au plus profond de mon cœur, eh bien on a l'opposé de la misogynie, mais en même temps c'est la même chose qui s'appelle la misandrie. Donc, en d'autres termes, la haine des hommes. Mais bon, bref. Pour en revenir à ça, c'est que là on se rend compte, et d'ailleurs c'est intéressant, c'est qu'on a un extrême d'un côté, un extrême de l'autre, et va-t-on arriver à aller trouver l'équilibre? Et je crois que justement le but du jeu c'est d'arriver à trouver une voie plutôt médiante sur cela. Mais en l'occurrence, est-ce que justement le point médian de l'écriture inclusive est la voie médiante? Alors l'idée clé de l'écriture inclusive, c'est justement d'amener cette égalité. Et là, on comprend que cette égalité-là, comme je l'ai dit, par rapport aux mots, par rapport au langage, par rapport au côté hypnotique que l'on peut avoir sur les mots, eh bien, ici, on trouve justement des éléments qui vont nous amener vers justement un langage qui soit plus pur. Et également, j'avais parlé aussi de ce mot, par exemple l'homme avec un grand H, et l'idée de l'écriture inclusive, ça va être d'amener des mots qu'on appelle des mots épicènes, c'est-à-dire des mots qui soient invariables, que ce soit au masculin et au féminin. Pour exemple, les droits de l'homme, eh bien, on va les appeler le droit humain. Et moi, j'aime bien ce mot droit humain, parce que le mot homme avec un grand H m'a toujours dérangé pour une raison simple, c'est que ça peut confondre. Est-ce qu'on parle d'homme parce qu'on parle des humains? Est-ce qu'on parle d'homme parce qu'on parle d'un homme? Et d'ailleurs, si on regarde sur d'autres langues, si on parle sur la langue, sur l'espagnol, sur le castillan, le mot les droits de l'homme, ça se dit derecho humano, donc droit humain, human rights in English. Donc là aussi, on est sur finalement les droits humains. On est vraiment sur ces fameux mots épicènes. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, bien allons voir du côté des autres langues. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout d'abord, je remercie justement pour ça Nathalie Guérol, donc élève de la spirale, de la formation Votre Spirale Dynamique, qui justement nous a apporté cette info complémentaire sur l'allemand, qui est une langue que je ne connais absolument pas, qui nous disait qu'il y a une écriture inclusive qui se met en place en mettant en majuscule la dernière lettre afin de justement pouvoir parler au masculin et au féminin. Bon, je vais pas aller plus dans les détails parce que là, ça sort vraiment totalement de mon cadre. Je suis vraiment totalement ignorant sur cette langue. Par contre, une autre langue que je connais, c'est l'espagnol. Et l'espagnol, c'est intéressant parce qu'on a aussi cette notion d'écriture inclusive à double titre. Déjà, on a sur l'écriture écrite, donc par exemple, on va reprendre le mot tous, dont on avait vu en français, on va dire todos, todas. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une lettre qui permet de faire un O et un A à l'écrit. C'est quoi? C'est le fameux arrobas. Regarde le sigle arrobas sur ton clavier, tu vas voir que tu as le A, donc tu peux faire todas, et en même temps, ça fait une espèce de O, todos. Et cette écriture inclusive est beaucoup plus utilisée à l'écrit qu'en France, pour la simple et bonne raison que c'est plus pratique et c'est plus facile à lire. C'est ça aussi un autre sujet. Maintenant, ça va plus loin sur la langue, sur l'espagnol en particulier, puisque donc là on a parlé beaucoup du langage écrit, de l'écriture inclusive à l'écrit, mais il y a aussi une volonté pour certains, d'ailleurs c'est marrant, qui vont être plus sur une posture plus clivante, plus extrême. Généralement, on va avoir une tendance politique qui va être plutôt à gauche. On va en reparler de la politique tout à l'heure.
qui vont être plus orientés sur modernité, sur défense des droits des minorités. Donc clairement, on est sur plutôt une posture politique à gauche et plus encore sur un niveau d'évolution en termes de spirale dynamique qui est le vert. D'ailleurs, je t'ai parlé à plusieurs reprises de spirale dynamique. Regarde les liens en description, tu pourras en savoir plus avec une série de vidéos gratuites sur la spirale dynamique. Je t'invite à regarder ça et ainsi que tout le travail que je fais, notamment les cours que je donne chaque semaine, que sur les chemins de la connaissance de soi. Pareil, le lien est en description. On revient sur le sujet. Donc, à l'oral, il va y avoir donc quelque chose qui va se rajouter pour certains qui vont avoir une approche plus radicale de l'écriture inclusive. Et cette approche radicale d'ailleurs de l'écriture inclusive, entre parenthèses, correspond plus à on va dire la typologie de personnes qui vont utiliser en général l'écriture inclusive en France, pour donner un petit peu une posture. Parce qu'en fait, en français, encore une fois, le point médian, c'est quand même quelque chose qui est quand même difficile au départ à lire, qui demande à s'habituer. Et donc c'est là où ça demande un effort complémentaire et où c'est une prise de position plus forte. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'avais fait ce titre-là, ça avait été plus radical, les commentaires. Bon, on revient à l'espagnol. Donc on a vu le todos, avec le todas qu'on le voit, où on voit avec le arrobas qui est beaucoup utilisé, qui est très facile et qui ne va pas beaucoup choquer. Par contre, à l'oral, on va avoir certaines personnes qui vont dire todes, c'est-à-dire on va utiliser le E à la place du O ou du A pour définir les hommes et les femmes. Par exemple, au lieu de dire tous les élèves todos los alumnos, on va dire todes les alumnes. Ouais, c'est un peu bizarre. Et c'est un peu bizarre et ça peut choquer. Et c'est là où on arrive à un point qui d'un côté est aussi le point faible de l'écriture inclusive, c'est que ça demande une adaptation. Et on n'a pas forcément envie. On a toujours une résistance au changement. Plus encore lorsque on ne trouve pas ce changement légitime, mais aussi lorsqu'on ne trouve pas ce changement utile. C'est-à-dire que le sujet ne nous concerne pas. Et là, on va se dire, ouais, ok, ben c'est pas... Voilà, il y a d'autres choses à gérer. Il y a quand même d'autres sujets plus importants. Et dans un certain sens, c'est vrai. Dans un certain sens, c'est vrai. Il y a d'autres sujets qui mériteraient plus notre attention aujourd'hui que celui-ci. Sauf que, pourquoi celui-ci mérite notre attention? Parce que justement, il va susciter une réaction émotionnelle, il va renvoyer à une vision du monde qui peuvent être il va renvoyer à des visions du monde qui peuvent être très frontales, très opposées. Et c'est ça aussi le dernier sujet, et on va vraiment arriver sur cette dernière partie, c'est que finalement, tout est politique. C'est que oui, c'est un sujet politique, clairement. Et plus encore, l'écriture inclusive est un instrument politique. Il y a un an en arrière, un projet de loi a été fait en France pour interdire l'écriture inclusive de façon claire sur les documents publics. Ce qui veut dire en d'autres termes que, voilà, et d'ailleurs c'était parce que justement une maire avait décidé de transformer tous ces textes en écriture inclusive que à l'époque, alors je sais plus qui c'était, je crois que c'était c'était le gouvernement Macron qui a décidé de mettre en place une série de députés qui ont décidé de mettre en place, de faire passer cet amendement-là. Et c'est marrant, hein, c'est toujours se poser la question, pourquoi c'est fait, à quel moment surtout, à quel moment c'est fait. Et donc, ce genre de sujet-là va monopoliser l'actualité parce qu'il va être clivant. Et pourquoi il va être clivant? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, ça concerne tout le monde. Qu'on le veuille ou non, ça nous concerne à tous. C'est-à-dire, ça nous concerne dans le sens où l'écriture inclusive peut arriver. Elle est déjà là. Donc, on va s'y confronter. On peut s'y confronter. Et dès là, il y a vraiment deux postures qui sont présentes. Il y a une posture de oui, c'est même trois. Il y a oui, c'est génial, ça va nous permettre d'évoluer et d'avoir plus d'inclusion pour les femmes qui justement ont payé cette, on va dire, tous ces siècles de patriarcat.
Et c'est vraiment le cas, quand on regarde d'un point de vue de la spirale dynamique, on se rend compte que la force du niveau rouge, qui est un niveau quand même bas de la spirale dynamique, qui est encore présent. C'est pour ça que dans certains pays, on retrouve justement les droits des femmes tellement bafoués. Donc on a un niveau rouge, après on a eu un dogmatisme bleu qui est arrivé, donc le niveau d'évolution suivant la société qui a établi des lois, des normes, des règles pour structurer la société, avec ce fond de rouge et de patriarcat derrière. Donc progressivement, après on est arrivé sur les libertés individuelles, sur le niveau orange, et après on arrive sur des niveaux de recherche d'inclusion des personnes qui sont mis plus sur le banc de la société, qui est sur le niveau vert. C'est une très très grosse simplification que je fais ici de la spirale dynamique. C'est pour ça que je t'invite à suivre un peu plus en détail ce sujet. Mais en tout cas, là, il est clair que voilà, c'est un sujet, pour revenir à l'idée, qui nous concerne à toutes et tous. Et de là, il va y avoir plusieurs postures. Il y a la posture qui est « Ok, c'est bien, ça demande un effort, c'est pas facile, mais en même temps, moi j'accepte les personnes qui vont utiliser l'écriture inclusive, je vais l'utiliser ou je vais pas forcément l'utiliser, mais voilà, je trouve qu'il faut y aller. » De l'autre côté, il y a ceux qui vont dire « Non, malheur, sacrilège. » Et là, on est en train d'appauvrir la langue française. On est en train de la dévoyer. Et ici, ça va être un mouvement de résistance face à une certaine forme de changement. On le voit à chaque changement de société. Il suffit de regarder par exemple le mariage pour tous ou d'autres lois qui ont été présentes. À quel point, mais justement, ça a pu amener des situations clivantes. Et à côté, il y a ceux qui sont un peu, on va dire, au milieu, ou qui disent oh, moi je m'en fous, c'est pas moi, je m'en fous. Et les trois postures se légitimisent, hein, clairement. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que sur ces trois postures, généralement, ceux qui vont parler le plus, comme toujours, ceux qui vont parler le plus, ce sont les personnes qui vont être dans les extrêmes. Et d'un côté, on va avoir un extrême qui va être plutôt proche de la misandrie, où on va être sur une véhémence qui peut être très forte sur ce côté-là. Et en même temps, cet extrême-là va être une minorité, mais une minorité qui parle beaucoup. De l'autre côté, on va avoir une autre minorité qui va être sur le pendant opposé, qui va être une minorité qui va être plutôt, on va dire, fondamentaliste dans sa perception, plutôt. Moi, j'aime bien parler alors on va retrouver surtout dans des postures politiques, surtout des postures on va dire entre la droite et l'extrême droite. On va plutôt être sur des approches plus puritanistes, comme on peut voir par exemple aux États-Unis sur ces cultures-là. Et là où on va protéger la tradition à tout prix. Je me rappelle de Christine Boutin, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est le personnage ce qui me fait penser à ça. Typiquement, c'est l'archétype de ce type de personnalité-là. Et là, vraiment, je ne parle pas d'extrême droite, je parle vraiment juste à la limite entre la droite et l'extrême droite. On est plus là-dessus. Mais en même temps, enfin voilà, ce que je veux dire derrière, c'est que va y avoir une polarisation, et souvent c'est les extrêmes qu'on va entendre le plus, et comme les extrêmes sont très caricaturaux dans leurs approches, il suffit de regarder. Par exemple, il y a une personne qui est très connue, qui d'ailleurs est dans cette mouvance-là, qui est aux États-Unis, qui est Jordan Peterson, un type qui a une très grande culture, typiquement ce gars-là, qui d'ailleurs, parlant de cette posture-là aussi, on pourrait mettre Éric Zemmour, si on parle de la politique française. Et Jordan Peterson, pour revenir à ça, c'est un type qui, typiquement, qui fait son fonds de commerce et qui a atteint sa célébrité par justement une posture qui est assez extrême et donc clivante, et donc du coup il fait beaucoup plus parler de lui. Et cette mouvance-là, c'est une mouvance qui est généralement, encore une fois c'est une généralité, qui est orientée vers la tradition. Donc là on va retrouver plutôt une mouvance qui va être sur le bord, si on prend sur l'échiquier politique,
vraiment beaucoup plus à droite. Dès qu'on va pencher beaucoup plus sur la droite, on va être beaucoup plus sur la tradition. Encore une fois, c'est une généralité, il faut mettre de la subtilité derrière. Mais on va dire une partie de la droite va être plutôt sur cette tradition. Et la tradition est nécessaire parce qu'elle permet de préserver la sécurité et d'éviter une forme de dégénérescence dans la société. De même, de l'autre côté, si on regarde des mouvements qui vont être plutôt orientés sur la modernité, sur l'amélioration de la société, l'évolution des mœurs, sur l'ouverture sociale, et bien là on va avoir plutôt une orientation qui va être encore une fois généralité, tu sauras prendre les mesures par rapport à ce que je dis, plutôt à gauche. Et c'est là où je veux dire oui, c'est un sujet politique. C'est un sujet politique, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui nous renvoie à notre perception de la réalité de la société. J'ai fait un lapsus parce que je veux dire société, je dis réalité, mais c'est ça, c'est perception de la réalité. Et donc on est vraiment entre ces deux sujets, c'est vraiment ces deux nuances qui sont d'un côté la modernité et de l'autre la tradition. Et est-ce qu'il n'est pas possible de mettre un peu de modernité tout en préservant la tradition? Ou de préserver la tradition et d'amener une sorte de modernité? Parce que c'est ça aussi là, le point clé. C'est que on a parlé de l'Académie française. Je vais le redire, le 3e âge de l'Académie française. Mais c'est gentil monsieur, c'est gentil madame qui préservent la langue française. Ils sont aussi là pour la faire évoluer. Et certes, ils sont lents. Et comme je l'ai dit en amont, c'est aussi leur raison d'être. Ils sont lents sur l'évolution, mais la langue évolue. Et ça, c'est indéniable, c'est inarrêtable. Les sociétés évoluent, les langues évoluent parce qu'elles sont intimement interconnectées. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et moi, tu vois, par exemple, l'écriture inclusive ne me choque pas jusqu'à un certain point. Tu vois, par exemple, si on parlait en espagnol du fameux todes, avec le E, là, ça m'irrite un petit peu plus les poils. Mais ça me choque pas. Pourquoi? Parce que je me rappelle, il y a 11 ans, 12 ans en arrière, quand j'ai commencé mon activité, que j'écrivais mes premiers mails, j'avais vraiment ce souci, lorsque j'écris un mail à ma liste, ben, je me suis toujours focalisé à me dire, j'écris à une personne en particulier. Certes, c'est aujourd'hui plus de 20 000 personnes qui reçoivent mes mails, mais je sais que chaque personne va le recevoir de façon individuelle. C'est pas à un groupe que je parle, c'est à une personne en particulier. Ça a toujours été ma posture. C'est aussi pour ça que j'emploie beaucoup le tutoiement. Et ça aussi, c'est un vrai sujet, tutoiement, vouvoiement. Et qui est en lien avec tradition, modernité, justement. Et pour en revenir sur l'écriture, en fait, moi, sur les premiers textes, je faisais comme certaines personnes ont fait. Quand j'écrivais toutes, j'écrivais T-O-U-T, entre parenthèses E-S. Donc au lieu de mettre les fameux points médians, je mettais des parenthèses. Quand je devais faire un féminin, par exemple, E, le E, je le mettais entre parenthèses. Mais je le mettais entre parenthèses parce que, pour moi, ça semblait logique de me dire, voilà, il y a des personnes dans mon audience. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes dans mon audience que d'hommes. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai cité tout à l'heure, donc une de mes élèves, Nathalie, qui disait sur ses clients, sur les personnes qu'elle suit, elle a pris le parti d'écrire tout au féminin, parce que 80-90% de son audience est féminine, et donc elle a pris ce parti-là, et prendre le parti de la majorité. Alors ça aussi, on pourrait, c'est vraiment des sujets de réflexion, mais je trouve que c'est intéressant aussi. Je trouve que c'est une posture qui est intéressante. Alors qu'est-ce qui est le mieux? Utiliser l'approche, le masculin l'emporte sur le féminin, utiliser l'approche de la majorité, mon public c'est plutôt des femmes, donc je vais plutôt parler au féminin, utiliser l'approche de l'écriture inclusive, ok, ça va inclure tout le monde, mais en même temps, on voit, comme j'ai pu l'expérimenter sur des titres de vidéos, que ça peut être très... que c'est clivant, donc ça peut déranger finalement certaines personnes. Et c'est là que ça devient un peu subtil, complexe. Ça peut déranger les personnes. Et le but de l'écriture inclusive, c'est d'inclure. Donc, comment peut-on parler d'inclusion si finalement certaines personnes se sentent exclues?
Et c'est là que viennent toutes les limites et les subtilités de ce fameux niveau vert de la spirale dynamique sur ces notions d'inclusion. Quelle est la réponse à tout ça? Ben, j'en sais fichtre rien, j'ai envie de te dire, pour la simple et bonne raison que finalement chacun va avoir sa propre perceptionnalité. Chacun va avoir sa propre vision. Moi vraiment mon but au travers de ce podcast, au travers de mon travail, c'est pouvoir t'ouvrir au maximum sur les différentes nuances que l'on peut avoir et une ouverture de conscience sur, ben voilà, il y a un côté, il y a un autre côté, il y a une troisième posture que généralement on ne voit jamais. Et moi, ben, j'ai pas besoin de me positionner à fond à gauche, à fond à droite, à fond au milieu. Je peux très bien avoir une certaine ouverture qui dit ok, c'est là, c'est présent, ça peut déranger, peut-être qu'il faut que j'aille contre, peut-être pas, mais quel que soit mon choix, quelle que soit ma relation par rapport à ce qui est et ce qui va changer, parce que de toute façon la société évolue, dans un sens ou dans l'autre, qu'on le veuille ou non, on a notre part d'action. D'ailleurs, c'est ça, est-ce que c'est un combat pour toi ou pas? Est-ce que tu veux participer à ce combat ou pas? Moi, personnellement, je sais que ça, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui... parce que j'adore les mots, j'adore l'écriture, comme je t'ai dit. En même temps, je suis ouvert, je ne serai pas... et ça, moi, vraiment, même si je devais vraiment aller plus loin sur ma perspective, pour moi, c'est mon souci, ce serait plus celui d'une forme de clarté. Alors, on pourrait se dire, ben oui, ben, du coup, ça va pas aider l'écriture inclusive, mais non, c'est pas ça. Une clarté et de fluidité en termes de communication. Donc, tout ce qui peut aider à la communication va être le sens qui me semble le plus naturel. Et là, ici, ça implique beaucoup de paramètres, c'est-à-dire impliquer une communication fluide, ça veut dire aussi que, effectivement, inclure que l'autre se sente inclus. Lisibilité, effectivement. Maintenant, est-ce que une incommodité temporaire, ben, on s'adapte à tout, hein. On s'est adapté à 2 décennies d'évolution, de boom technologique avec Internet incroyable. Et sans parler de la pandémie aussi après derrière. Donc on a une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut imaginer. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on veut en termes de société ou pas? Moi, personnellement, j'ai envie de te dire, cette idée, le masculin l'emporte sur le féminin, le masculin est un genre noble, ça c'est un principe de base qui me dérange, clairement. Maintenant, de l'autre côté, j'ai pas envie d'aller sur l'autre extrême, d'aller sur une forme d'extrémisme, d'intégration qui finalement peut amener à une forme de rejet de ceux qui ne sont pas dans cette approche-là. C'est là où on voit que c'est super complexe ce sujet-là. Et je me rends compte, tu vois, en te disant ça, que en donnant en plus ma posture, bah, finalement c'est moins intéressant que on va dire, toute la perspective qu'on a pu voir en amont. Ce qui veut donc dire que je vais m'arrêter là sur le podcast, comme tu l'auras compris. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu t'ouvrir un maximum sur d'autres perspectives, d'autres façons de voir ce sujet-là, d'enrichir, alors je dirais pas le débat, parce que le débat c'est souvent une défense d'idées, d'opinions, d'enrichir la discussion et l'ouverture vers et la réflexion, surtout la réflexion sur ça. J'espère que tu as aimé. Si tu veux aller plus loin sur mon travail, eh bien, je t'invite à regarder les liens dans la description. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Sur quoi ce sera, je ne sais pas. Comme d'habitude, ça sera la surprise. Et c'est toujours bien les surprises. À très vite. Ciao.